Bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce vendredi, ici sur Canal, dans la matinale, dans Bonjour d'Algérie, comme tous les vendredis, samedis et dimanches. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir, comme tous les week-ends, une émission préparée par Myriam Makak, réalisée par Monsieur Kérimou Bougra, c'est Hanan Kito Scriptana, on salue toute l'équipe en régie, et ici... En studio, c'est la sauce habituelle. Et ce matin, sur le plateau, c'est Docteur Benachnou qui s'y colle en ce vendredi 22. Avec lui, retour sur les maladies transmissibles et sur l'hygiène en particulier. Aujourd'hui aussi, retour avec Kenzan Char qui parle société civile et action sur le terrain tous les week-ends, tous les vendredis. Elle parle du rôle de la société civile d'ailleurs et de ses objectifs. Voilà, définir déjà qu'est-ce que la société civile, revenir sur son rôle sur le terrain, sur ses objectifs, sur ses partenariats, sur comment elle agit. Ben, ce sera avec Kenzan Char. Une action, celle qui a été initiée par une journaliste animatrice à la Radio Nationale, c'était en 2008, 12e édition déjà. Il s'agit du Jardin des Anges. Elle s'appelle Soraya Bouadba. Elle travaille pour la radio Chaîne 3, Alger Chaîne 3 pour ceux qui connaissent. Et avec elle, retour aujourd'hui sur sa fameuse action, plantation d'arbres un peu partout, à l'occasion de la Journée mondiale des forêts. C'était la 12e édition, elle nous en parle, elle qui fait partie de la partie culture, de la partie du département culture de la radio Chaîne 3, mais aussi elle qui anime une émission, faut en parler, avec les enfants ou spécial enfants, tous les lundis après-midi. Avec Soraya, on en parle d'ailleurs ce matin. Elle s'appelle Fatma Zahra Ben Ali, vous la connaissez, elle est coach en PNL, coach de vie. Avec elle, comment profiter des vacances pour se préparer aux classes d'examen. Ben, ce sera l'occasion d'en parler. Si les examens, c'est dans les prochains mois. Elle sera là, en tout cas, sur ce plateau. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à partager vos infos, vos actualités, où que vous soyez. @Mahrez Rabia, Facebook, Twitter, Instagram, ou sinon la page Canal Algérie. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, la météo de ce matin, ça se passe avec vous. Fallait le dire bonjour. Tous ceux qui nous regardent ce matin, excellent réveil à vous tous, ravis de vous retrouver. Eh bien, il pleut, le soleil a du mal à s'installer, un début de printemps qui s'annonce plutôt pluvieux sur l'ensemble des régions du nord du pays. On notera un temps instable avec des pluies assez marquées au courant de la journée, s'atténuant progressivement à partir de l'après-midi. À l'ouest, au programme, un temps souvent nuageux avec quelques pluies intermittentes, avec une amélioration en soirée, est prévue bien sûr par Météo Algérie, vers le centre. Le temps restera couvert avec des pluies assez soutenues sur les régions côtières et proches côtières, s'atténuant progressivement à partir de l'après-midi, à signaler des vents de nord-est atteignant parfois les 40 km/h. Et puis en allant vers l'est, on retrouvera aussi un temps souvent variable, avec un temps souvent variable, et Météo Algérie prévoit l'amélioration en fin de journée sur la partie est. Sur la partie sud, le temps sera souvent nuageux aussi, au Nord Sahara, au sud des oasis. Ailleurs, le soleil s'imposera largement. À signaler aussi des soulèvements de sable vers l'extrême sud. Vous l'avez compris, la zone pluvieuse concernera aujourd'hui la partie nord. On passe sans plus tarder aux températures. Elles vont baisser nettement vers le nord. On relèvera cet après-midi 17 degrés à Alger, il fera 13 à Tizi Ouzou, 9 à Betna, c'est le minimum, 16 degrés à Tlemcen, Oran, 15 à Nabas, Kikda. Sur la partie sud, on relèvera 18 à Gherdaya, 20 à Béchar, à Tindouf, Hassim Saoud, 25 à Ilizi, 27 à Adrar, 26 à Tamanrasset, Janet. Et c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud. Boujbadi Mourtal et Ngzam conservera la température la plus élevée avec 36 degrés grâce à la présence du soleil. On passe à présent au continent européen. Eh bien aujourd'hui, le temps sera dégagé pratiquement partout. La journée s'annonce printanière à Varsovie, à Prague, Budapest, vers le centre, le sud. On aura un temps souvent voilé à Londres et Dublin. Copenhague, côté température 14 degrés à Londres, 12 à Dublin, 18 à Paris, 20 à Bordeaux. Même chose pour Marseille, 15 à Berne, 21 degrés à Rome, c'est le maximum, 17 à Budapest, 16 à Bucarest, 15 à Athènes et enfin 8 degrés à Copenhague et c'est le minimum. Aujourd'hui, le soleil se couchera
À 19 h, les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3w.meteoalgerie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée avec vous, Mahrez. Prudent sur la route et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, retour de la pluie en cette matinée, mais je vous rassure, amélioration attendue cet après-midi. Tout à fait. Excellente matinée à vous tous, merci. Je vous en prie. Merci à vous, Féliel. On se retrouve à midi, juste après le journal. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec d'abord Fethi Benachnou. Comme tous les vendredis matins, on parle santé et avec lui aujourd'hui, retour sur les maladies transmissibles et sur l'hygiène. Alors l'hygiène dans sa globalité, l'hygiène des mains, mais l'hygiène aussi des espaces dans lesquels on vit et on évolue, l'hygiène des espaces que l'on côtoie au quotidien, mais aussi l'hygiène en général dans la nutrition et autres. On en parle en tout cas avec Dr Benachnou, ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, forcément, c'est Wahab Jazouli. Allez, on va l'écouter, il chante Nejma. Excellente matinée, c'était Wahab Jazouli. Bonjour docteur Benachnou. Sabah al-khair. Comment allez-vous? Ça va très bien. Tranquille, comment a été votre semaine? Formidable, toujours
militant de la santé, de la protection de la santé, de la prévention. Eh bien, très bien. Et avec vous aujourd'hui, ce matin, vous avez choisi les maladies transmissibles et l'hygiène. Voilà. Ça va ensemble en plus. Ils sont liés à vie. Ouais. Leur divorce entraîne des problèmes très graves. Alors, juste petite précision avant d'entamer, vous parliez de quelle hygiène? Hygiène des mains, hygiène de l'environnement dans lequel on évolue, l'hygiène des espaces que l'on pratique. Super. Je vous emmène à la faculté de médecine pour enseigner. Vous avez compris le... Oh là là, là, vous faites le populiste. Non, Vous savez, la déperdition de la société, elle est née de ça. C'est-à-dire que vous faites des blagues, moi je comprends tout à fait, et c'est très sympathique. Mais beaucoup se prennent au sérieux en entendant ce genre de choses. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que maintenant l'automédication est née de cela aussi? L'impression de connaître tout. Et vous avez des gens qui ne sont pas médecins et qui vont parler avec certains en lui disant « Non, va pas chez le médecin, tu prends de la moxyline, 1 gramme, 2 fois par jour, tu rajoutes un petit Doliprane ou un petit paracétamol et puis ça ira. Et tiens, pour ton allergie, pour ton nez, tu rajouteras du Tyrlor ou si tu trouves, tu mettras du... » Vous voyez le truc? Ça, oui. Voilà. Et ça, c'est le malheur qui me peine énormément. C'est que... Je le sais, c'est pour ça que je l'évoque. En arabe, on dit min habba ou dabba. Maintenant, n'importe qui soigne, n'importe qui vient proposer. C'est ça qui est grave. Et ça a été aggravé par ce qu'on appelle, d'une façon très large, ce qu'on appelle Internet. Ah, j'ai vu ça. C'est or. Ce qui est important, justement, c'est de revenir à des pratiques médicales de la part des médecins, c'est justement de revenir à des pratiques de base. Parce que maintenant, on voit la technologie, mais ce qui est important, c'est justement des choses basiques, élémentaires. C'est ça qui est important, c'est élémentaire. Vous avez suivi cette semaine qu'il y avait des cas de variole. La variole, le jarab. Mais ces dernières années, on remarque de petites poussées comme ça, de petits départs, comme des feux de forêt, des petits départs de maladies qui sont intimement liées, je vais l'expliquer, à l'hygiène. On parle du choléra, on parle de la rougeole, on parle de je ne sais quelle prurite, de je ne sais quelle. Ce qui est important, par exemple la gale, je n'ai pas voulu parler de la gale, parce que la gale, il faut l'intégrer. Vous avez dit la variole, alors c'est la gale ou la gale, le jarab, la gale. Oui. La gale, c'est on a vu des cas et on s'est étonné. Elle est toujours, bien sûr, cette semaine, il y a eu des cas qui sont développés. Heureusement que c'est une maladie qui existe chez l'être humain, qui est dans notre environnement. Par exemple, dans l'environnement, il faut comprendre qu'un environnement sain, basique, c'est-à-dire l'environnement immédiat, là où vit l'être humain quotidiennement, sans les grandes envolées concernant l'environnement. Ça, c'est important. Par exemple, l'école, les bus, les restaurants, les magasins. Vous savez que la gale, par exemple, c'est un parasite. C'est un petit... Voilà, c'est excellent. Moi, je remercie la régie parce qu'elle est d'une acuité terrible. Regardez, ça c'est important. C'est l'environnement et l'hygiène. Vous savez, on les appelle maladies transmissibles. C'est-à-dire que ça va de l'individu A vers l'individu B. Voilà ce qu'on a. Et l'individu, nous sommes des êtres humains. Alors ça, c'est l'ensemble des maladies transmissibles. Hein. Transmissibles, oui, mais ce qui est important, ça peut être par l'air, ça peut être par le sang, ça peut être par les objets, ça peut être par les mains sales. Ça, c'est la gastro, sales. Ça, c'est les mains sales, c'est l'origine. Par exemple, il ne faut plus attendre dans notre système de santé qu'il y ait la journée international du lavage des mains, on n'en parle plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en dehors de ça. Or, le lavage des mains doit être extrêmement intégré dans notre quotidienneté. Nous avons par exemple les ablutions pour la prière, mais aussi au niveau des écoles, comme on apprend les mathématiques, comme on apprend les physiques, comme on apprend la géographie, il faut aussi apprendre comment se préserver de ces maladies transmissibles, qui est très...
Quelqu'un qui a la gale, c'est quelqu'un qui se gratte. On connaît, c'est pas la fin du monde. Mais quand il se gratte, vous savez, il y a une portion qui... C'est tout de même inquiétant quand oui. La gale réapparaît alors qu'on est en 2019. Moi, je vous dis où va loger. Quand vous vous grattez, oui. le parasite va se loger entre l'ongle et la peau. Ça, c'est important. Par exemple, un élément essentiel, c'est le fait de se couper les ongles. On ne parle plus de ça, ça paraît devant la technologie, devant tout ça. Se couper les ongles, vérifier à l'école qu'on doit se couper les ongles, ça c'est important. J'ai parlé tout à l'heure de la transmission de maladies comme le choléra, la brucellose, les hépatites, tout ça, la coqueluche, les oreillons, la grippe. Ça c'est en fonction du vecteur de transmission. Oui. Le vecteur, un virus, on se prépare. Par exemple, c'est important de dire qu'un virus, on ne peut pas le soigner. Comme vous le dites, on trouve qu'il faut aller tel médicament ou tel médicament. Le virus, il n'y a pas de médicament. Le virus, il y a une prévention. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, il faut dorénavant, et avec les réformes qui vont avoir lieu, j'espère, on va revenir à une véritable médecine préventive et se détacher un peu de la médecine curative. Par exemple, le paludisme, on n'est pas à l'abri. Le RAA qui fait des dégâts terribles, qui sont des angines mal soignées. Ça, c'est le rhumatisme articulaire aigu, où on a fait des progrès, on a éradiqué le RAA, c'était juste une injection. Et là, maintenant, la rougeole, qui est quelque chose, vous avez eu la rougeole, demandez à votre maman. Bah oui, je me rappelle. La rougeole, tout ça. Nous, quand on était formés au début, on disait que quand un enfant a la rougeole, c'est très important. Il faut la voir quand on est enfant. Elle est très grave quand on l'a à l'âge adulte. Et on disait, oui. Les enfants, madame, laissez votre enfant jouer avec les autres enfants pour... Alors, quelle relation entre la rougeole et le zona? Parce qu'on me dit à l'âge adulte, c'est le zona après. Oui, non, le zona, c'est autre chose. Le zona, c'est les nerfs, le trajet des nerfs. Un nerf, il est enveloppé par des virus. Il est enveloppé par des virus. C'est extrêmement douloureux. Et là aussi, le zona, c'est quand on... Et ça peut avoir un lien d'ailleurs avec la rougeole tardive. Non, on peut, voilà, c'est des trucs, des complications, la rougeole tardive, il y a tous ces éléments. Donc, vous voyez, regardez, c'est un excellent... ici, chez nous, on a regardé quand on touche. Les maladies transmissibles. Vous savez à quelle vitesse sort le truc de tout? À 200 km/h, on a calculé. Donc, si on ne se protège pas, si cette personne-là est tuberculeuse, regardez cet échange. C'est ça. Cet échange est transmissible. Ça se transmet. C'est pas quelque chose de non transmissible. Regardez, éternuement, on a 20 à 40 000 gouttelettes qui sortent qu'on ne voit pas. Parfois, c'est ce qu'on les appelle les gouttelettes de Pfulger. Pfulger, c'est le monsieur qui a mis... Donc, ce qui est important, cette variole, il faut maintenant diminuer la densité de population. Les bus qui sont hyperchargés, les écoles, les toilettes. Par exemple, maintenant que ce qu'on appelle les agents de nettoyage, les agents de surface, bon, pour éviter de dire femme de ménage. Maintenant, il faut qu'elle soit compétente, il faut qu'elle nettoie les toilettes des écoles, les toilettes. Alors là, le gros problème, c'est les restaurants, le mata'im, qui sont dans un état lamentable. Les toilettes, ça n'est pas... Quand je veux ouvrir un établissement de restauration, il ne faut pas avoir un aspect bureaucratique. Dans le dossier présenté pour avoir l'autorisation d'ouvrir, on met toilettes et tout ça. Non, et je crois qu'il faut régulièrement, presque quotidiennement, vérifier l'état des toilettes et est-ce qu'elles répondent aux normes. C'est ça qui fait que l'on évite, au lieu de faire tout un tintamarre, parce qu'il y a la gale. Quand il y a la gale, il faut savoir pourquoi il y a la gale. Il faut aller voir les gens où est-ce qu'ils habitent. Il faut faire une éducation sanitaire, comment nettoyer. Il faut rendre les milieux d'habitation, les maisons, l'environnement, il faut les rendre aux normes humaines réglementaires. Parce qu'il y a, c'est ça qui est grave, il y a une dégradation
très grande dégradation du milieu de vie des citoyens et c'est ce qu'on appelle quel est leur mode de vie. Ça, c'est important. Et revenir à des éléments basiques, je le répète, par exemple, se couper les ongles, ça, c'est extrêmement important. Il y a une maladie, hélas, qu'on a mis tout à fait en bas, qui est le tétanos, qui est une maladie mortelle, transmissible par un organisme et qui fait que l'on évite uniquement par la vaccination qui a tendance à disparaître. Surtout, je recommande aux femmes enceintes, grâce au carnet de santé bleu, il faut exiger votre vaccination contre le tétanos. Ça, c'est important. Vous avez tous ces éléments. Ouais, vous les avez d'ailleurs détaillés ce matin avec... les vendeurs, pardon, les vendeurs de légumes. Les vendeurs de légumes, on a les mains, on va aux toilettes et on revient et on va servir les gens. Pourquoi vous allez aussi loin? Les vendeurs de légumes au moins, je les défends pas, mais je vais vous dire... Non, parce mais que je les attaque pas. Je prends votre exemple pour donner un contre-exemple. Alors vous parlez de légumes, on sait très bien qu'ils sont rares, les légumes que l'on mange sans les nettoyer, sans les laver, sans les cuire ou... Inch'Allah. Inch'Allah. Quoi, Inch'Allah? C'est la vérité. Quoi, Inch'Allah? Mais bien sûr, il y en a qui prennent une pomme, il y en a qui prennent une poire. On a parlé de légumes en général, on parle de la majorité. Après, si on reste sur le cas par cas, effectivement, j'ai acheté 1 kilo de carottes, j'ai mangé la carotte et puis c'est réglé. Non, voilà. C'est pas ça. On a mangé assez de carottes dans notre vie. Non, mais ce que je veux dire... C'est pour ça que vous avez une bonne vision. Ah non, elle est mauvaise. Ah bon, alors pas assez de carottes. Pas assez de carottes. Pas la bonne carotte, peut-être. Voilà. Alors du coup, non mais docteur Benachnou, ce que je veux dire par là, c'est parler plutôt et accentuer sur les vendeurs de sandwich. Est-ce que vous avez été dans les sandwicheries? Mais j'ai parlé... Oui, mais pourquoi vous n'accentuez pas plus sur eux? Parce qu'un vendeur de légumes, j'ai envie de vous dire, c'est de votre responsabilité de ne pas avoir lavé vos légumes et de les avoir mangés crus. Les fruits, c'est absolument pareil. Mais imaginez le nombre de sandwichs qui sont ingurgités au quotidien et où les cuisiniers, ceux qui sont à la plaque, les plaquistes, comme on les appelle en Algérie, on les appelle les plaquistes parce qu'ils travaillent à la plaque. Alors, les plaquistes se mouchent en travaillant, mettre leur petite calade de chemin, elle est grosse la calade de chemin quand ils travaillent. La rotule de chemin. Il s'essuie. Alors, vous n'avez jamais vu le geste d'un plaquiste qui s'enlève comme ça un moment, qui enlève sa fameuse sueur, et puis qui repart à la patate à la main. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais en parlant tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez prêté attention. Et c'est là où on doit parler. Maladie transmissible et hygiène. Quand il y a présentation d'un dossier de demande d'ouverture, j'ai dit d'un restaurant, d'un lieu de restauration. Ça, c'est important. Et ça ne suffit pas. Ma mère m'envoie un message en me disant « Stop les détails, tu m'écœures. » Sauf que il ne suffit pas de se baser sur le dossier. Ce qui est important dans l'hygiène, c'est la vérification régulière, je dirais moi, vu les dangers, chaque semaine une équipe. Vous savez qui doit faire ça? C'est le BCH, les bureaux communaux d'hygiène. Ça existe dans notre pays. C'est le CEMEP. Non, il ne faut pas dire. Non, vous je crois pas que chacun, chacun doit faire son boulot. Oui, mais quelquefois, vous tombez sur des sandwicheries qui sont propres d'apparence. Je parle de la pratique de ceux qui y travaillent. Parce qu'il y a une différence. Regardez, par exemple, ça peut être un très beau plateau télé et vous avez un présentateur qui est nul. Qui est nullissime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas le... Après, vous avez un bon restaurant, il est beau, il est propre, il est en respectant les normes d'hygiène, mais vous avez derrière des cuisiniers sales qui ne respectent pas les normes. Je vais vous dire, là je vais aller dans votre sens. J'ai vu des avec un patron sévère. Des pâtisseries terriblement bien décorées, très attirantes, avec du marbre, avec des trucs. Et j'ai vu un pâtissier, du moins un vendeur, avec des gants, mais qui, malgré les gants, sert les gâteaux et en même temps orchestre l'argent. Oui. Et le pire, l'élément le plus sale, c'est l'argent, la monnaie et les pièces. Mais si ces choses-là, quand on fait une demande d'ouverture d'un... mais votre bureau communal ne pourra rien faire contre ça, parce qu'il faut constater... Il faut revoir les BCH, bureaux communaux. Ils sont composés de médecins, ils sont composés de techniciens. Ça va être compliqué. Je ne vous contredis pas, mais je dis ça va être compliqué parce qu'il faut prendre les gens,
il faut prendre les personnes en flagrant délit, c'est-à-dire en plein acte de non-respect d'hygiène et autres. Mais voilà, j'allais revenir sur autre chose, j'allais revenir sur l'éducation. Voilà, la formation, plus que l'éducation. Non, l'éducation, quand je parle d'éducation, c'est-à-dire que je ne parle pas d'éducation d'adulte, parce qu'on ne parle plus d'éducation à ce moment-là. Voilà, c'est une formation. Non, je parle des enfants, je parle de commencer dès le jeune âge, d'apprendre. C'est ce qu'on doit faire, le lavage des mains. Sauf qu'on ne fait pas ça. Le lavage des mains, il faut pas... Vous avez été dans les établissements scolaires, docteur Mais j'y suis régulièrement. Ouais, mais dans quel établissement scolaire? Elles sont terribles. Vous avez vu les toilettes des J'ai fait l'école publique, établissements? primaire, collège et lycée. On n'avait ni savon et pas d'eau toute la journée. Montez à l'université. J'ajoute l'université. Regardez des toilettes des universités. C'est quelque chose de terrible. L'université, vous avez l'âge d'acheter des petites lingettes, d'aller dans le resto d'en face. Je vous parle des écoles qui contribuent à l'éducation des enfants. Oui, mais alors là, ce qui est important, je le dis, je le répète, il faut que la médecine préventive, c'est ce que là, la médecine préventive, c'est ce que vous évoquez là. Il faut que notre système de santé, et je dis qu'il va bientôt y avoir des réformes, Inch'Allah, il faut essentiellement, et on n'en parle pas du tout, il faut essentiellement revoir totalement notre système de santé, l'orienter vers la prévention, l'éducation sanitaire tel qu'il était au départ. Ça, c'est important. Deuxièmement, il faut que cette crainte, et l'été va venir, on ne va pas, j'espère, avoir un autre épisode de choléra ou de typhoïde ou ça. Et ça, c'est évitable. Quand c'est transmissible, c'est évitable. Il faut agir sur les vecteurs de transmission et que les gens, les citoyens et citoyennes doivent connaître et former. Ça doit intégrer leur habitude. Comme on sait qu'un match de football va se dérouler dans 6 mois entre telle et telle équipe et telle équipe, je crois que là, il faut que nous, on sache que dans 6 mois, 5 mois, il va y avoir la période d'été et que c'est une période extrêmement dangereuse. Il y aura au bord de la plage, il y aura des vendeurs de beignets italiens, il y aura des vendeurs de toutes les cochonneries possibles, des sandwichs avec les œufs, alors que les œufs, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on va éviter d'avoir ce qu'on appelle la gale, ce qu'on appelle tous ces éléments qui font partie de l'être humain, mais attention, ce sont des cas isolés, parce que certains disent « Ah non, c'est des petits cas isolés dans telle ville ». Attention, une épidémie, ça peut démarrer en un clin d'œil et il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut que l'hygiène des mains, l'hygiène de mon comportement, l'hygiène des maisons, il faut aider les gens, il ne faut pas les cantonner dans des habitations terribles qui sont le lieu de développement de toutes les maladies et cochonneries possibles. Voilà ce qui est important. Vous êtes en forme ce matin. Ah, toujours, quand il s'agit de santé publique et de médecine préventive. Bon, vous accablez d'une certaine manière que le système de santé. Il faudrait peut-être accabler aussi, avant tout, ceux qui sont en charge de l'éducation nationale. Donc l'éducation nationale dans sa globalité, qui devrait d'ailleurs retravailler ses manuels pour apprendre les fondamentaux aux enfants. Voilà. L'hygiène des mains, nettoyer les ongles, se couper les ongles, permettre à faire se brosser les dents, c'est fait, mais de manière maladroite. C'est-à-dire que c'est très difficile. Parfois, un directeur d'école ne comprend pas que l'école doit avoir porte ouverte, surtout en matière de santé, surtout en matière de prévention, surtout. Il ne faut pas attendre la période de la grippe pour dire « Ah, voilà, demain, la semaine prochaine, on va commencer une campagne de vaccination ». Je crois que la vaccination contre la grippe doit être quelque chose d'intégré en nous. Et ce n'est pas quelque chose d'étranger en Algérie, parce qu'il y a quelques décennies, la vaccination était une fête. Une fête, on voyait des enfants, il y avait une production. Il y avait une production audiovisuelle. C'était la matinée où on n'avait pas cours surtout. Et voilà. Ça, c'était bien aussi. il fait des... Là, je dois demander à ma consoeur, votre maman, si vous étiez un élève qui traînait le matin, je suis malade, je ne vais pas aller à l'école. Contrairement à ce que vous croyez, je demanderai. Non, mais je ne tombais jamais malade. Et c'était ça le problème. Et à côté, j'avais un frère
celui qui est à peine plus jeune que moi, qui lui était asthmatique et qui était plus fragile physiquement. Voilà. Et le problème, c'est que je le jalousais parce que souvent, il n'allait pas à l'école. Alors que moi, j'arrivais pas à tomber malade. Et en même temps, ça, je peux vous l'expliquer, hein, parce que l'un a passé ses vacances dans un village perché sur les montagnes. C'était moi, donc dans toutes les conditions possibles et imaginables, froid, chaleur et autres, froid, soleil, neige, que vous voulez. Et lui était plutôt dans la ville. Donc, voilà. Et alors, là, c'est important, par exemple. Bah oui, ça rentre dans l'apprentissage. Par exemple, les rats, oui, les rats. L'urine des rats, elle transmet. Mon Dieu, quelle transition. Non, mais c'est important, c'est une maladie qui peut être très dangereuse, qui est transmise par les urines des rats. Et là, ce qui est important, les études qui ont été faites, c'est au niveau du stockage de ce qu'on appelle les canettes de la cave et qu'on les ressorte et qu'on les offre comme ça. Est-ce que vous savez qu'un grand vétérinaire est décédé il y a à peine 3 mois? Un grand vétérinaire, c'est-à-dire un grand monsieur du domaine de la médecine des animaux, et qui est décédé il y a 3 mois. C'était un grand monsieur, et un retraité d'ailleurs, et qui est décédé il y a 3 mois suite à cette fameuse... Alors, je vais vous dire, il a mangé de son potager, de son jardin, un fruit ou un légume qui avait été aspergé par l'urine des rats. Des rats, voilà. Ça s'appelle comment déjà? La leptospirose. Exact. Ça, et il en est mort. Vous savez comment on a découvert ça? Et il en est mort. Il en est mort. C'est mortel. Donc c'est une maladie transmissible par l'urine des rats. Il y a l'urine des rats, c'est quand il y a Voilà, c'était à Berraqi, c'était un grand vétérinaire. D'ailleurs, hommage à sa famille et ses enfants. Et je vais vous dire, quand il a été transporté, parce qu'il n'y avait aucun signe. Parce que, vous savez, rappelez-moi, ça s'appelle leptospirose. La leptospirose on n'arrive pas à la détecter facilement. Et quand une ambulance est venue le chercher, à ce qui paraît, c'est lui qui expliquait aux infirmiers ce qu'il fallait faire, parce que plusieurs jours après, ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui allait se passer. Par exemple, et le problème, c'est qu'arriver à l'hôpital. Par exemple, on salue nos confrères de la protection civile. Il faut les former face à certaines cliniques, signes cliniques. Il faut revoir la formation des médecins. Il faut mettre le paquet sur les maladies transmissibles et l'importance de l'hygiène, que le médecin, que l'infirmier, les écoles d'infirmiers soient les gens qui mettent l'accent sur pas l'acquisition du dernier positron 210 qui a coûté des milliards et qui tombe en panne. C'est cela. Voilà. Bon, sinon, on fait quoi du dossier des patients qui partent à l'hôpital et qui sont réorientés par des médecins qui sont installés à l'hôpital, donc qui travaillent à l'hôpital, vers des cliniques privées en leur disant « je travaille tel jour, tel jour, tel jour ». Là, c'est un problème auquel j'ai été confronté. Vous avez travaillé? Non, j'étais médecin-chef. Alors, on y va, les dossiers. J'étais médecin-chef à la Polyclinique des Sources. Et là, certains médecins... Vous étiez à la Polyclinique des Sources, juste en face de... Là où il y a le Conseil de l'Ordre, il nous a piqué des bureaux. On a reçu un ordre, on a enlevé des lieux de consultation pour mettre le Conseil de l'Ordre, qui est une administration. Le président actuel, c'est le nom que vous avez cité. Oui, c'est Dr Bekat. Voilà, et Bekat Berkani. Dr Bekat Berkani. Donc, alors, allez-y. Pas de problème. Hein. Je veux dire, vous voulez dire que le Conseil de l'Ordre s'est accaparé des espaces qui sont normalement destinés aux médecins qui, eux, prodiguent des soins à la population locale, parce que c'est une polyclinique, donc elle se trouve dans un quartier. Les sources. Et donc, du coup, et jusqu'à présent. Et le lieu où sont installés le Conseil de l'Ordre, je parle de l'administration, parce que c'est devenu d'en haut, on a reçu des... C'était un lieu de consultation d'ORL, une consultation d'ORL. Alors que c'est important, ça. Bien sûr, on a été obligé de se foutre. Regardez, c'est ça qui est important. Il faut revoir le système de santé, il faut redonner, puisqu'on parle de réforme, on parle d'évolution, on parle de je ne sais quoi, il faut redonner, il faut mettre le paquet sur la santé, respecter la formation. On me parle, moi, regardez la formation. Quand je dis médecine préventive, on me parle d'une commission qui se réunit depuis des décennies. Pourquoi? Où est-elle?
elle n'a pas encore proposé vous avez des dévié réformes. du sujet, c'est très bien. Oui. Merci pour le conseil de Je l'ordre. reviens. Je vous promets que si je croise Bekat Belkani, je lui dirai, vous qui vous battez pour les droits, pour plus d'éthique et de déontologie, vous êtes à côté de la plaque. Cela étant, parce que c'est la population qui en subit. Juste, je finis sur la question des médecins qui font une double pratique. Vous étiez chef de service aux sources. J'étais chef de service aux sources et j'ai eu à vivre une situation où un patient que je salue est venu me dire « Monsieur, je suis venu à une consultation dans un lieu public, un établissement public. Il m'a sorti une carte de visite d'une clinique privée où on lui donnait un rendez-vous. Le médecin qui était à la consultation dans le lieu public, au lieu de le diriger vers l'hôpital de Cuba, eh ben, il lui a donné un rendez-vous pour qu'il soit suivi dans une clinique privée. On en a marre de ça dure, c'est pas récent, ça dure depuis... Oui, il y a eu le combat qui a été mené par la DSP d'Alger pendant de longues années et on sait très bien qu'il y a eu des pressions ensuite du ministère pour essayer de favoriser certains. Je ne vais pas plus loin. Très bien. Non, mais juste on ouvre je ferme la parenthèse. Non, c'est important. Non, mais je ferme la parenthèse en disant quelque chose. Nous n'avons rien contre le secteur privé. Nous n'avons pas de discours populiste disant... du tout. Non, j'aimerais bien finir cette idée-là. Ouais. Nous n'avons pas de discours populiste disant allez que dans le secteur public. On sait très bien la catastrophe du secteur public en termes de matériel et d'équipement. Seulement, ce qui n'est pas normal, c'est que des médecins utilisent le secteur public pour se faire de la publicité pour le secteur privé. On appelle ça du recrutement. C'est cela. Soit on choisit le public et on se donne à fond dans cette mission, soit on va vers le privé, et c'est très bien, et c'est un apport supplémentaire, et on se donne à fond pour là. Mais on rabat pas, on fait pas un système de rabattement, on rabat pas les patients dans le public pour les emmener au privé, comme on rabattrait sur une ruelle de Las Vegas des clients pour aller dans tel ou tel bar. J'ai fini, merci beaucoup. Et là, quand on est arrivé à cela, on s'occupera à ce moment-là de médecine préventive et on passera son temps à éduquer sanitairement la population. Merci, docteur Benachnou. Aujourd'hui, vous avez été gâté, 35 minutes. Très bien. Franchement. Non, c'est pas moi, c'est le sujet qui est important. Merci encore, merci d'avoir été là. Allez, quant à nous, Maya Amrani, tiens, on va rester un peu dans le domaine de la santé, on va plutôt vers le pharma, parce que ça relève un peu de ça aussi, et du technique. Il s'agit de la conception du verre optique. C'est Maya Amrani qui nous raconte tous ces process. On se retrouve juste après avec Soleil Boatpa, qui va nous parler de la Journée mondiale des forêts et du Jardin des Anges, cette fameuse opération menée depuis il y a 12 années, qu'elle a fait naître d'ailleurs à la radio nationale et qu'elle continue de faire survivre à la radio malgré les difficultés. Allons-y. Les verres sont l'élément le plus important des lunettes et jouent un rôle essentiel pour une vision optimale. Mais avant d'être insérés dans notre monture, ils traversent plusieurs étapes que nous allons suivre. En premier lieu, c'est qu'on fait une protection des côtés externes du verre. On le positionne et on le met sur une machine pareille. Vous allez voir, il y a une protection qui se fait, c'est une protection externe du verre, bien avant le glandage. Et là, l'étape, ça prend quelques secondes, le temps de le faire glander. Là, je vous montre directement l'exemple du verre qui est déjà glandé et rempli vers le côté préparation. Le verre semi-fini est sélectionné, puis commence un long périple. Directement, pendant une douchette, la valeur, vous avez tout ce qui est valeur de fabrication technique qui sera inclus directement sur l'écran. On emboute le verre directement sur la machine avec un système de pression et on donne le feu vert d'exécution, ce qu'on appelle le feu vert de fabrication du verre en quelques minutes qui risque d'être fabriqué. Voilà, là je vous montre la différence de ce qui a été dès le début entre un verre semi-fini, bien avant la production. Ça a été d'une épaisseur pareille. Et maintenant, juste après la demande et notre puissance, notre collection du verre, vous l'avez directement fini. C'est un scanner ou le laser principal, c'est-à-dire qu'il fait des gravures sur le verre, identification de verre en logo de travail. C'est-à-dire que sur le côté latéral en ligne droite, vous avez deux logos qui sont gravés avec un laser direct. On les a ici, principaux, vous savez, sur l'écran direct. Et là, au niveau pointage, on aura une addition qui sera gravée. Et juste après, maintenant, on fait un traçage d'identification du verre, surtout pour la tâche
de facilité de travail pour l'opticien. Et là, tout a été tracé et on passera sur le fronto, vérification au niveau correction par rapport à la fiche de commande. Monsieur Merzougui, opticien et directeur du laboratoire OptiLab, forme des opticiens qui se spécialisent dans la fabrication et le suivi du verre optique. Maintenant, on passe vers le côté traitement. C'est le durcissement, c'est qu'on fait un durci, un antérieur sur le verre. Et là, on passe par la technicienne qu'elle va prendre le verre et le nettoyer, voir s'il y a des défauts résiduels, c'est-à-dire complémentaires sur le verre et tout. On le nettoie bien comme il faut et on le fait passer par différentes étapes. Maintenant, on arrive à l'étape finale de vérification au niveau nettoyage du verre avant de commencer le traitement d'anti-reflet, ce qu'on appelle à différentes étapes d'anti-reflet. Là, le technicien ou manipulateur, vous savez qu'il essaie de voir vers la fin, il contrôle le verre finesse et tout. Juste après, on prépare ce qu'on appelle une cloche. C'est suivant le nombre de verres. On le fait passer directement sur la cloche et on le passe côté machine pour le traitement d'anti-reflet. Il fait passer directement, c'est une cloche qu'on peut appeler, en position directement sur la machine. Tout ce qu'il y a comme verre, une moyenne de nombre de verres qu'on doit mettre à l'intérieur. Et ce sera une durée d'1 heure de temps au niveau traitement. Et là, maintenant, notre technicien vérifie tous les traitements, si le traitement est bien, disons, incrusté, vérification finale, avant de le mettre en pochette et prêt à expédier pour nos clients qui sont des opticiens. Notre technicien qui vérifie au niveau finition du verre, puissance du verre par rapport à sa fiche aux fiches de commande. Et là, il commence côté par côté. On constate qu'il a vérifié le premier verre. Il a contrôlé avec un sticker spécial comme quoi le verre a été contrôlé au niveau du lab, bien avant d'expédier chez l'opticien. Le travail de l'opticien est donc de repérer les attentes et les besoins de son patient pour lui offrir conformité et critères. Il devra également bien centrer les verres et des réglages adéquats, sans quoi le meilleur verre du monde pourra vous sembler le pire. Excellente matinée à vous tous. La fabrication du verre optique, on en a parlé ce matin avec Maya Amrani. Juste avant, c'était Dr Benachnour, rappelez-vous, maladie transmissible et hygiène. Et puis ce matin, on revient, cette fois-ci avec Soraya Bouadba, comme annoncé, sur la journée mondiale des forêts. Et cette fameuse opération. Soraya, bonjour. Bonjour Mahed. Comment ça va bien? Alhamdoulilah. Alors, on se tutoie ou on se dit vous? On se dit tu. On se dit tu, ouais. On se connaît depuis 2003. Oh mon Dieu, ça ne nous rajeunit point. Alors, Soraya Bouadba, parcours assez particulier à la radio. Vous avez tout fait. Vous avez pratiquement tout fait. Vous avez animé, vous avez fait des reportages, vous avez présenté, vous avez accompagné des auditeurs pendant de longues années dans plusieurs types d'émissions. Alors, ce qui vous a réussi entre autres, hein, c'est les cuisines du monde, ça on le sait, pendant des années, et notamment pendant Ramadan et hors. Alors il y a aussi les enfants, c'est votre dada depuis quelques années déjà. En 2008, vous lancez une opération qui s'appelle le Jardin des Anges. Alors le Jardin des Anges, c'était avec l'émission ou c'était avec l'émission. L'émission qui s'appelait Les Enfants d'abord, donc Les Enfants d'abord qui a été lancé en novembre 2007. 2 mois après, c'était en mois de janvier, je suis tombée par hasard sur un article dans une revue scientifique. C'est là où on avait commencé un petit peu à alerter le monde sur tout ce qui se passe, les bobos de la planète. Et je suis tombée sur un article sur la désertification. Ils avaient donné comme solution le barrage vert, la grande opération lancée par l'Algérie. Il y avait même, j'ai lu qu'il y avait des scientifiques qui étaient présents sur place pour essayer un petit peu d'apprendre de cette grande manifestation, de cette grande opération lancée par l'Algérie. Mais malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Parce qu'on avait tout simplement planté le même type. Donc c'était le pain... Ouais, qui ne correspondait pas aux régions. Le pain d'Alep qui ne correspondait pas à toutes les régions. C'est du désert. Exactement. Ouais. Donc, c'était pour lutter contre la désertification et l'avancée des... Larwat, Jalfa, Msila, Tebessa, Batna. On s'est raté sur le basique, quoi. Et Khinchla. Donc il y avait la même espèce, ça n'a pas marché dans certaines régions. Et donc moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je me suis dit, allez, ce serait sympa avec les enfants, parce que l'émission commençait à prendre de l'ampleur et tout. Je me suis dit, ce serait sympa de
lancé une opération pour Yom Shajara. À l'époque, c'était la journée de l'arbre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des forêts. Donc, je me suis dit, allez, ce serait sympa de lancer cette opération. Il y a eu l'un des doyens, Mohamed Hakim alias Hassan Daffer, qu'on salue via la télévision algérienne, qui est venu me voir. Il m'a dit, écoutez, ma fille, pour commencer, il faut faire un truc petit. Et tu vas voir, ça va évoluer avec le temps. Et effectivement, on a donné naissance au premier Jardin des Anges. C'était en mars 2008. Première opération, premier succès. C'était où? C'était à Bouchaoui 3. Il y avait une petite parcelle dégarnie. Aujourd'hui, c'est une forêt magnifique. On est fiers. C'est quelque chose 12 ans après de repartir sur site, de voir comment ça a évolué. 5 ans après, les arbres étaient plus grands que les enfants qu'ils avaient plantés. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, 2e, 3e, 4e, 5e année, on a commencé à sortir. Donc, on organisait un Jardin des Anges à Alger et on faisait un petit peu le tour de l'Algérie. 2005, 2012, 5e édition, première sortie. On est parti à Timimoun pour donner naissance à la première forêt de Timimoun. Elle est visible. Elle est juste à côté de l'aéroport de Timimoun. Ce qui est sympa dans cette histoire, c'est qu'on a planté cette parcelle avec les enfants du Gourara, mais pas que. Il y a eu des enfants qui sont venus avec nous, avec leur maman. Ils ont fait le voyage jusqu'à Timimoun, sans oublier les scouts musulmans de Gherdaya. Ils étaient là à 9h. Je ne sais pas s'ils avaient démarré tard le soir ou très tôt le matin, mais ils étaient là à 9h et on a donné naissance à cette première forêt dans le désert. L'année d'après, on est parti à Biskra où c'était toujours dans le cadre de lutter contre la désertification. 2014, on a eu la chance de renforcer la ceinture verte, à savoir le barrage vert sur les 8 wilayas que traverse cette ceinture verte. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on avait travaillé en collaboration avec les forestiers, donc la direction algérienne, la direction générale des forêts, et on a tout simplement planté des espèces adaptées au sol et au climat. Et alors, c'est quels arbres cette fois-ci? Je ne suis pas une spécialiste. C'est eux de en tout cas, c'est pas le pain. C'est pas le pain C'est d'Alep. pas le pain, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'était une grande opération à l'époque de feu à Ouari Boumdien, dans les années 70, où il fallait lutter contre l'avancée du désert. Et on avait pensé à ce fameux barrage vert, un projet complètement fou, mais qui a réuni des milliers de personnes qui ont planté des arbres sur l'ensemble de cette ceinture-là qui avait été définie. Et donc, puis, à peu près 120 200 km sur une vingtaine de kilomètres de large. À peu près, c'est 3 millions d'hectares. Mon Dieu. 3 millions d'hectares. Et puis là, vous relancez un peu l'opération. Alors, ce qui est bien, c'est que ça continue. Cette fois-ci, maintenant, bon, il y a l'apport de l'ensemble des radios régionales, des radios locales. Justement, en 2015, c'est devenu national sur les 48 wilayas et on a réussi à rassembler cette année-là. Donc, en 2015, plus d'un quart de million d'Algériens à travers les 4 coins de l'Algérie. C'était quand même quelque chose de très, très sympathique. Cette année, c'était où C'était au barrage de Douira. D'accord. On avait lancé l'opération, on était les premiers à planter dans cette région. C'est fou. Alors, vous avez relancé l'émission après quelques années d'absence. Et on a donné la parole aux enfants tous les lundis matin, 9h30. Faut en parler, spécial enfants. Faut en parler. Oui. Ça dure pendant une trentaine de minutes. Ça parle de quoi? Ça parle de tout. De tout. De tout, mais notamment des droits. On est toujours dans la promotion et la défense des droits de l'enfant. Vous ramenez des enfants ou c'est des adultes qui parlent à des enfants Alors, il y a un sujet. Donc, les enfants donnent forcément leur point de vue. Et c'est les adultes qui essayent un petit peu d'équilibrer. Certes, les enfants ont le droit de donner leur avis et de participer. C'est très, très important. C'est quand même un tiers de la société, 32%. Et comme le pouvoir de décision appartient aux adultes, donc on essaye de donner la parole aux deux. Pour essayer de préserver et de faire la promotion. C'est un canal de communication entre les deux générations. Tout à fait. Entre deux mondes complètement différents. Ils le font tellement bien, c'est bien de leur donner la parole. Mehdi est toujours dans l'aventure du Jardin des Anges? Tout à fait. Mehdi, Samira, Beteha, Din Khaldi et toute l'équipe. Toutes les bonnes et belles voix de la chaîne 3.
Non, mais c'est super, hein. Moi, ça me rappelle de bons souvenirs, bon, parce que ça reste la chaîne 3 et que ça reste la maman de beaucoup de journalistes aujourd'hui et de beaucoup d'animateurs, quelle que soit leur orientation, leur conviction et la chaîne pour laquelle ils travaillent. Mais ça reste une chaîne qui a formé. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de revenir sur un concept comme celui-ci, parce que la chaîne 3 avait lancé le Jardin des Anges, effectivement, parce que c'est des initiatives de producteurs, d'animateurs, d'animatrices, notamment comme Soraya à la chaîne 3, qui ont été portées ensuite par la chaîne, ensuite par la radio nationale, et puis on a nationalisé un peu les choses. Il y a les Éboueurs de la Mer, qui est une grande opération qui avait été lancée sur... Ça se déroulait tous les mois de mai, si je ne me trompe pas. Tous les mois de mai, juste avant l'ouverture de la saison estivale. C'était devenu un truc extraordinaire. Et puis, bam, on leur a coupé l'herbe sous le pied. J'assume ce que je dis, c'est complètement dommage. Parce que peut-être que l'opération est devenue plus grande que les personnes qui donnaient des autorisations, et c'est complètement dommage et complètement fou, parce que ça reste des opérations citoyennes, que ce soit le Jardin des Anges avec la plantation des arbres, que ce soit les Éboueurs de la Mer, que ce soit un cadeau aussi. Vous êtes dans l'opération. Un jouet, un sourire. Exact. Ouais. Ça, c'est à l'occasion des fêtes, notamment l'Aïd, où c'était les animateurs de la chaîne 3 qui avaient initié cela et qui partaient à la rencontre des enfants malades dans les hôpitaux, les enfants défavorisés, dans les pouponnières également, et puis qui ramenaient un cadeau, qui ramenaient un sourire avant tout, qui offrait quelque chose. Et puis quelquefois, vous tombez face à des gens qui sont des classiques, quoi, qui vous bloquent et qui pensent que grâce à ces opérations, vous devenez plus grand qu'eux. Mais le problème, c'est qu'on est plus grand qu'eux parce qu'on réfléchit mieux qu'eux. Et c'est ça la différence. Alors du coup, donc vous m'avez dit, barrage de Douala cette année. Non, pas cette année. Le barrage de Douala, c'était en 2015. Et cette année? Cette année, ça sera sur les bords d'Al-Harraj, du côté de Bent Talha. C'est quand? Demain. Demain samedi. À la base, la date, c'est quand? C'est le 21 mars. C'est le 21, mais là, vous adaptez au week-end. C'est par rapport au week-end. C'est cela. Le vendredi, c'est pris, donc on prend toujours le samedi. Ah ouais, le vendredi, c'est pris, c'est pas faux, ça. Et donc, du coup, vous allez prendre le samedi. Demain, barrage... non, vous m'avez dit El-Harraj. El-Harraj. Ah, c'est bien, ça. C'est du côté de Bent Talha. D'accord. Toute la symbolique est là. Alors, ça, c'est pour le QG. Qui a été boudé. Oui. Et qui maintenant va devenir un truc extra. Et Bent Talha, tout un symbole. Tout un symbole et tout un combat, et surtout... tout un drame pendant les années 90 qui avait subi les affres du terrorisme de plein fouet. Alors du coup, vous revenez donc, ça c'est le QG, est-ce que tout le monde va vous suivre? Oui, Opération nationale. Magnifique. Combien d'arbres prévus pour le Harraj? Énormément. On les compte plus. Énormément, on les compte pas la peine de les compter. Pas la peine de les compter. Le plus important, c'est de mettre la main à la pâte. Là, vous pourrez mettre des pains, ça passe. Oui, ça va. Là, ça ira. Là, ça prendra bien. Non, ce qui est bien, c'est que nous avons avec nous la DGF, donc la Direction Générale des Forêts, qui est toujours là. Notre partenaire de toujours. Ah bah super. Bon courage. Merci. Bonne chance. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Alors, je te souhaite beaucoup de succès dans ta vie perso. Je te souhaite vraiment d'être heureuse dans ta vie radiophonique, parce que c'est quelque chose que tu aimes. Et d'ailleurs, tu passes toujours pendant le journal de midi? Exactement. Ouais, avec vers la fin ton de coup de cœur. Exactement. Pour faire la promotion un petit peu de notre patrimoine musical algérien. Ouais, tu enlèves la poussière sur beaucoup de disques, par contre. Hein. Oui, il y a de jolies reprises. Ouais, c'est pas mal ça. C'est bien. Et les lundis, c'est à quelle heure? C'est à 9h du matin, 9h30. Voilà. Et ben 9h30, voilà. 10h. Bonne chance pour demain. Demain, à quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h. Et ben voilà. Donc c'est très facile à trouver. Hein. Donc Bent Talha, c'est... Bent Talha. Le barrage, on tourne à droite et on va tout droit. C'est voilà, bon. L'adresse à l'algérienne. Ou sinon, tu prends Waz. Et puis Waz, W-A-Z-E, c'est une application gratuite. C'est un GPS gratuit. Tu mets l'adresse Bent Talha et ça te donne exactement l'itinéraire avec même le nombre de minutes pour y arriver. Très bien. Voilà. Merci, madame. Merci d'avoir été là. Salut Soraya, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Fatma Zohra Benali, coach en PNL, comment profiter des vacances pour se préparer aux classes d'examen, forcément. C'est Kenza Charles plutôt, mais ce sera l'occasion de parler tout à l'heure avec notre autre ami, Kenza Charles, qui parle du rôle de la société civile et ses objectifs. Mais ce sera juste après ce reportage de Nolloud Abouzgaou avec cet entretien de... D'accord. Tu sais, des fois, ça arrive. Moi, j'ai pas porté mes lunettes et c'est ça qui est pas cool. Fari Alhamdi, ce matin, bah oui, tu mets tes lunettes, tu retrouves tout. Visite à Tnit Lahad. Vous connaissez Tnit Lahad? Tout à fait. Eh ben, ça tombe bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir. En plus, excellente destination pour les vacances. Je dis ça, je dis rien. Allons-y.
pentes et contient des étangs, sources et ruisseaux. La cédrée de ce parc est unique dans l'ouest algérien. Elle constitue également l'un des rares endroits dans le pourtour méditerranéen où le chêne-liège végète à plus de 1600 mètres. Les principaux critères de classement en tant que parc national, c'est que le parc national de Thnit El Had constitue la barrière sud du climat méditerranéen dans sa variante subhumide à humide. Il constitue aussi, il est formé d'associations végétales, donc il présente des curiosités botaniques, notamment l'association d'espèces végétales différentes, en l'occurrence le cèdre de l'Atlas et le pistacier de l'Atlas. Il y a aussi donc, tout autour du parc national de Thnit El Had, dans son versant sud, des écritures libyques qui datent de plus de 8000 ans. Donc ça confère au parc une certaine dimension touristique très importante. Ces montagnes font partie du massif de Loarsenis et son point culminant, Ras El Bararat, s'élève à 1787 mètres d'altitude, aussi appelée El Medded. Cette forêt, véritable paradis des cèdres, permet de se ressourcer en air pur. Côté faune, on dispose de 596 espèces, dont 23 mammifères, 103 oiseaux, etc. Chez les oiseaux, on remarque la présence très notable de l'aigle royal, de l'aigle de Bonili et du gypaète barbu. Donc, grosso modo, c'est la richesse biologique du parc national de Thnit El Had. Il y a des sujets vétérans donc, qui sont très âgés, qui sont multiséculaires, en l'occurrence le fameux couple Mes'oudi Mes'ouda. Donc, ils sont au versant nord du parc national et ils sont âgés de plus de 3 siècles. Une escale paisible pour les randonneurs. Liberté, indépendance, contact avec la nature. Le rêve a déjà séduit ces jeunes venus tout droit de Cheraga. Rahim, Enis, Shaker ont même aménagé leur van pour partir vivre cette aventure ensemble. Bon, هذا الفيكول حنا اللي درنا له لاميناجمون تاعو. فوالا بديناه من الزيرو. كان عندنا نورمال هكا ومن بعد مع الوقت مع اللي حنا نديبلاسي وكذا جات ليدي مع هذا قلنا ما بد نديبلاسي وكذا علاش ما نخدموش حاجه نكونوا فيها شويه اليز في لي كومبينغ تاعنا وكذا. بلادنا واسعه بزاف وشابه بزاف قاره في بلاد وحده. انا ديكوفريت وخرجت برا وشت ودرت في الجزائر وشت بزاف بلايص شابه بزاف ما تكومباراش يعني بارابور. Un peu plus loin, des jeunes cherchant l'aventure, venus tout droit d'Alger. Bien loin des tracas de la grande ville, ce groupe de randonneurs ont choisi ce lieu de villégiature. Win Togo, c'est un groupe c'est des jeunes qui font pratiquement les sports de glisse, c'est-à-dire windsurf, kitesurf, surf, body surf, avec le kitesurf. Voilà, c'est 5-7 disciplines. Et en même temps, on essaie de faire promouvoir, d'ailleurs on a bougé un peu sur le littoral, c'est-à-dire les 1200 côtes, من البورسي حتى Cap Rouge, c'est-à-dire jusqu'à Taref. Et de là, on a essayé de contacter, d'embraser les gens de là-bas pour faire découvrir les sports de glisse. Et même pour aller encore plus loin, on est parti même le Sahara, plus exactement à Béchar. Et Béchar, il existe, on va dire, le premier plus grand barrage de l'Algérie qui s'appelle Djerf Torba, et c'est le 3e en Afrique. اليوم خيرنا هنا تنيت الحد باسكو لا بون نهار شبابيتهم لنا بون حنا كي نجيو هنا نستاليو كاع نحطو كاع لي طون تاعنا نبريباريو باسكو لازم نديرو تما نويتي هنا لازم نباتو نديرو ان فو نديرو تما بيكنيك هنايا مع الو بدينا بور بروموفوار لي سبور دو غليس ومن بعد الجروب تاعنا بدا يكبر بالعقل دو ديفيرون تاج دو ديفيرون كاتيجور كل واحد وشنو من لي زيتيديون الخدام كنا كاع كاتيجوري وحده مع الجروب هكذاك كان ليسبري بارطاج اي تو بالعقل ولينا نديرو دي سورسي اون روندو نروحو روندوني نروحو دي بلاص فين ما كان الخلا ما كان حتى واحد ما بيناتنا قصره نديرو فوتكون تاعنا الباربيكيو تاعنا قصارين اروح كمان عندنا رياض معروف في ديكا بلاج بالعود تاعو عندنا كمال كويزيني تاعنا السلام عليكم هاو العشاء تاعنا اليوم هذا هو
هو صيدها هو صيدها هو صيدها صيدها اليوم سهر عليها الله يسلمك بعد تجي تعشى ياك تجي مرحبا بكم هاكم كاع معروف ما كاش مرحبا بك ان شاء الله. En effet, rien de mieux que le contact de la nature pour se changer les idées et faire plaisir à son corps et son esprit. Attire chaque jour par sa beauté pittoresque de nombreuses familles en quête de détente. Avis aux amoureux des aventures. Voilà, le parc de Tniyat El Had à visiter absolument. Vous êtes déjà allé? Tniyat El Had non, pas encore. Non, pas encore. Donc, société civile, vous devez agir. Mes camarades sont certainement partis. Bah oui, c'est ça. Donc vous avez été représenté. C'est à Tismsil, pour être plus précis. Alors du coup, ce matin, vous le savez, comme tous les vendredis, on parle société civile. Avec vous, Kenza Nchar. Kenza, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Alhamdulillah, très bien. Alors du coup, avec vous, retour sur la société civile, son rôle et ses objectifs. D'abord, qu'est-ce que la société civile? Comment pourrait-on la définir en quelques mots? Alors, en quelques mots, déjà, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que ces derniers temps, on entend beaucoup société civile, rôle de la société civile, les solutions, surtout en ce qui concerne ce que vit l'Algérie en ce moment, ce tournant historique que vit l'Algérie. Et là, on se retourne vers les associations, que font les associations et la société civile. Donc, selon l'UNESCO, la société civile est une auto-organisation sociale qui est indépendante de la sphère étatique et indépendante de la sphère commerciale. C'est une auto-organisation aussi qui s'inscrit dans une démocratie participative, agit en marge de l'État, mais et surtout en influant en marge de l'État ses décisions politiques et économiques. Maintenant, on va reprendre la définition par partie. L'auto-organisation sociale. C'est-à-dire c'est un groupe de jeunes, de manière très simple, c'est un groupe de personnes, de citoyens, qui s'organisent en groupe de façon plus ou moins formelle et qui décident justement d'agir pour des causes, agir pour des causes des citoyens, mais aussi pour répondre à des besoins aussi du citoyen. Donc prenons l'exemple des associations, selon la loi 1206 de la loi algérienne. Donc une association agit dans le cadre de ses objectifs qui les constituent. Oui. Donc c'est une qui les constitue. Donc, mais cette association n'est pas à caractère politique ni à caractère mais elle est à but non lucratif. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une association est constituée de citoyens. C'est-à-dire c'est les citoyens qui ont constitué l'association. Mais ce n'est pas tous les citoyens qui appartiennent à une association. On va revenir par la suite par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la deuxième partie, c'est qui s'inscrit dans une démocratie participative qui influe justement les décisions politiques et économiques de l'État, c'est tout à fait normal. Pour la simple raison que la constitution même d'une association, elle répond aux besoins du citoyen. Elle répond aux revendications du citoyen. Donc si elle répond à cela, c'est qu'elle est en contact avec le citoyen. Donc c'est tout à fait normal, si elle est en contact, qu'elle est à l'écoute de tous ses besoins, de ses revendications. Donc là, si elle arrive à influer les décisions de l'État, c'est que tout simplement, elle a tout son pouvoir, pour la simple raison qu'elle est force de proposition. Et elle représente tout simplement une composante incontournable du dialogue entre un citoyen et l'État. Ça, c'est qu'il faut voilà. En globalité, c'est ce qui concerne la société civile. Maintenant, est-ce que la société civile ou association ont tout leur rôle en ce moment en Algérie? C'est vrai qu'on est passé par des étapes. Oui. Il y a eu des associations qui bénéficient, on a deux catégories. Il y a des associations qui bénéficient pleinement c'est-à-dire de subventions,
qui s'inscrivent qui bénéficient de subventions, mais malheureusement qui sont un petit peu éloignés du terrain, éloignés du besoin du citoyen et de ses revendications. Ils se sont inscrits dans une certaine redondance d'activité, mais aussi on a une autre catégorie d'associations. Les brimés. Pardon? Les brimés. Ça veut dire quoi? Ceux qui ne bénéficient de rien et qui bénéficient moins, justement, des subventions, mais qui sont là, sur le terrain, toujours présents sur le terrain. Comment vous expliquez la différence entre les deux? C'est peut-être en termes d'engagement, c'est un terme d'engagement parce que là, quand on décide d'appartenir à une association ou de créer une association, c'est un engagement avec soi-même. Donc c'est une conscience, on fait appel à notre conscience. Donc là, et là justement, ces organisations-là, parfois qui n'ont même pas d'agrément, c'est juste des collectifs, ils sont là et ils sont toujours là pour répondre aux besoins du citoyen. Mais là, je parle un petit peu de un aspect humanitaire. Oui. Mais une association a tout son rôle parce que là, ils sont en contact avec le jeune, ils sont en contact avec les différentes tranches de la population, donc ils sont une force de proposition. Et si justement elles ont tout leur pouvoir, c'est que si elles arrivent à avoir tout leur pouvoir, il n'y aurait pas des défaillances dans l'État. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, si on veut justement qu'il y ait une évolution, de cette belle Algérie transparente, libre et démocratique comme on l'entend tout le temps, c'est qu'il faut justement donner tout le pouvoir à ces associations parce qu'elles présentent tout simplement une force de proposition de solutions. D'ailleurs, je salue tous mes camarades de la société civile qui œuvrent jour et nuit pour justement notre belle Algérie. Vous avez déjà fait partie d'une association? Non? Non. Chacun son militantisme. Hein. Oui. Certains militent seuls et d'autres militent dans un cadre organisé. Mais vous avez beaucoup aidé justement les Non, mais associations. c'est même pas pour dire ce que j'ai aidé ou pas aidé. Ce qu'on a fait, j'aurais pu le faire avec une association, j'ai fait seul. Et puis à d'autres moments, j'aurais pu rejoindre des associations, mais disons qu'il faut partager les mêmes valeurs, les mêmes principes. Exactement. Et nous sommes passés par une période, vous le savez mieux que moi, où il y avait des associations qui étaient intéressées, qui sont sorties de leur rôle de société civile, qui ont accompagné les politiques. Et il y a eu d'autres associations qui étaient, pourquoi je les appelle les brimés, qui, elles, étaient sur le terrain, qui, elles, ne répondaient pas forcément aux besoins des politiques, mais plutôt aux besoins de la population, de la société, et qui, elles, ont été mises à l'écart. On le sait, ça, mais après, bon, il est peut-être pas tard de le dire, mais on le dit effectivement après de longues années. Alors aujourd'hui, vous faites partie de la fondation. Fondation Nesl Khair. Vous vous considérez comment, vous? Qu'est-ce que je considère? Notre rôle? Votre rôle, oui. Notre rôle, c'est toujours de répondre aux besoins du citoyen. Voilà, ouais. Parce que le peuple a toujours raison. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Non mais je veux dire, par contre, sur la question Nesl Khair, c'est-à-dire que vous êtes pluridisciplinaire, vous ne vous êtes pas arrêté aux questions environnementales. Alors là, Oui, continuez. Non, mais c'est bon, après vous pouvez poursuivre la suite. Mais je veux dire, question environnementale, question des catégories de la population défavorisée, des catégories les plus défavorisées de la population, mais aussi des personnes à mobilité réduite, donc souffrant d'un handicap. Vous avez bien fait de le rappeler, parce que si on veut une écoute... Et les personnes malades, forcément. Oui. Alors, si on veut l'écoute d'une association, une association ne peut agir que dans le cadre des objectifs qui sont stipulés dans son statut lors de sa création. Donc, si on veut écouter une association A, si l'association a des objectifs écologiques, donc cette association n'intervient que dans le cadre justement écologique. Si elle intervient dans un cadre humanitaire, elle n'intervient que dans ce cadre-là. C'est-à-dire, il faut vraiment, par exemple... on parle par exemple des métiers, des architectes. C'est pas moi qui suis dans un cadre humanitaire ou autre qui vais parler de ce que revendique un architecte. C'est justement un club dans une école d'architecture qui doit revendiquer ce qu'un architecte a besoin justement pour bien préparer, pour bien exercer sa profession. Ouais, tout simplement.
Alors du coup, le rôle de la société civile, vous étiez invité cette semaine dans une émission de télévision présentée par monsieur Nazim Aziri. Vous étiez aux côtés de l'association Sidra. Durant cette émission, vous aviez parlé du rôle de la société civile. Vous aviez parlé également de l'organisation même de cette dite société civile, donc des associations et autres, des besoins auxquels elle devait répondre, ces sociétés civiles, par rapport aux catégories de personnes pour lesquelles elle s'adressait et envers lesquelles elle s'adressait. Vous parliez aussi des revendications de la société civile. Aujourd'hui, qu'est-ce que revendique la société civile en tant qu'association? D'être encore plus entendue et être plus impliquée dans des décisions de l'État en fonction des objectifs de l'association. C'est-à-dire en tant qu'observateur, accompagnateur, en tant qu'expert sur le terrain? Voilà. Voilà, une écoute parce qu'elle a un certain reporting de ses activités, de ce qu'elle a vu sur le terrain, de ce que concrètement vit le citoyen. De ce que vit le citoyen. Donc si elle est là, si elle a vu cela, donc elle est censée faire un reporting et justement donner ce reporting-là aux autorités parce qu'il n'est plus question, on l'a dit la dernière fois lors des assises de l'Harga, c'était la première fois qu'il y avait carrément une commission de la société civile et ça c'est très important. Le fait que maintenant il faut impliquer la société civile dans ce genre de dialogue pour la simple raison, et je le répète, qu'elle est force de proposition parce qu'elle est sur le terrain, elle est en contact justement avec le citoyen, il va de soi justement de travailler en collaboration, voilà, et en dialogue. Et il n'est jamais trop tard. Alhamdulillah. Merci madame. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous saluerez toute la troupe, les Kika et les virus. Parce que il est président de la fondation? Qui ça? Monsieur Tarek Zelouri, oui, il est président de la fondation Nasl Khair. Et ben voilà, et vous l'embrasserez de notre part, avec l'ensemble des camarades qui ont lancé ce mouvement à travers tout le pays. Merci encore. Allez, quant à nous, on se retrouvera vendredi prochain. Inch'Allah. Et puis nous, d'ici là, dans quelques instants, on reçoit qui? On reçoit madame Fatma Zahra Benali, coach en PNL, comment profiter des vacances pour se préparer d'ailleurs aux classes d'examen, c'est bientôt aussi, pour la fin de l'année. Ce sera l'occasion d'en parler avec elle. Mais juste avant, c'est Nolhouda qui nous propose un portrait et un entretien avec madame Linda Benqassem. Elle a un parcours de femme passionnée, elle a un parcours de femme entrepreneur. Elle est rentrée de l'autre côté de la Méditerranée pour partager ses connaissances et son savoir. Le voici, on se retrouve juste après. Le centre de formation The Campus est un centre qui existe sur Sétif depuis 18 ans, depuis 2001, et sur Alger depuis maintenant une petite année. Et donc dans nos deux centres, Sétif et Alger, on propose plusieurs choses, axées autour de l'entreprise et de l'employabilité. Donc on propose des formations continues, donc c'est des formations courtes destinées aux entreprises, de la formation en langue, et de la formation aussi qui permettent aux demandeurs d'emploi de pouvoir accéder à l'emploi. C'est aujourd'hui le thème aussi de notre formation aujourd'hui, c'est notre CDC, Centre de développement de carrière. Parce que l'idée c'est de matcher l'offre et la demande d'emploi. Et on s'est rendu compte que les demandeurs d'emploi, les primo-demandeurs d'emploi avaient un diplôme, mais n'avaient pas forcément les soft skills, la bonne attitude en entreprise. Donc l'idée, c'est de préparer aussi cette population-là à une entrée opérationnelle en entreprise grâce à des formations qui sont offertes parce qu'on considère que notre école doit avoir, notre centre de formation doit avoir un rôle sociétal en Algérie. Effectivement, moi, donc je suis née en France, j'ai étudié en France, à la fois en France et à la fois aux États-Unis. J'ai fait un module aux États-Unis en commerce international et j'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans ce qu'on appelle le freight forwarding, donc c'est le transport international en Algérie. Ensuite, j'ai eu la proposition d'intégrer un grand groupe privé algérien comme directrice commerciale et marketing, donc chose qui s'est déroulée. Et je suis animée par l'entrepreneuriat.
Pour moi, j'ai déjà créé des sociétés en France et j'avais besoin réellement de créer une entreprise en Algérie et j'ai fait le choix de m'associer à Mohamed Yahyaoui, donc un monsieur qui a une vision à terme en Algérie, qui donne de la formation donc, sur CETIF. Il est commissaire aux comptes comme profession, mais il est vraiment très proche du besoin de l'entreprise. Donc j'ai choisi de m'associer à cette personne qui avait une vision. Et j'ai choisi donc de venir m'installer donc il y a maintenant 4 ans sur l'Algérie avec vraiment je suis animée par la volonté d'apporter des choses pragmatiques aux entreprises, aux demandeurs d'emploi et de faire des formations aussi en lien avec le web et le digital puisque aujourd'hui on ne travaille pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a encore 5 ans, 10 ans. Vous avez des nouveaux métiers qui viennent sur le marché du travail et on doit absolument accompagner l'entreprise algérienne à ces nouveaux métiers. Donc nos formations sont aussi axées autour de l'environnement exogène de l'entreprise et c'est à nous d'être force de proposition auprès de l'entreprise pour dire eh bien voilà ce qui est en train de se passer à l'extérieur et je veux tirer aussi l'entreprise algérienne vers des standards internationaux et vers des compétences aussi internationales puisqu'on est dans une ère de mondialisation et dans une ère de numérique. L'Algérie doit absolument, et il y a un potentiel énorme en Algérie, doit absolument aussi être dans la course de ces enjeux numériques. Donc effectivement, j'ai fait le choix de remettre en question ma vie professionnelle, une situation plutôt confortable de l'autre côté, pour être utile, apporter ma pierre à l'édifice aussi pour la construction de cette Algérie nouvelle, pleine d'espoir. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des formations qui confortent en tout cas mon choix et ma décision. C'est effectivement une excellente question. Alors évidemment, il y a encore du travail à faire en termes de parité dans un certain nombre de postes à responsabilité. Et en même temps, je vais vous donner un exemple sur l'égalité des salaires. Eh bien, j'ai été agréablement surprise de voir qu'en Algérie, à diplôme égal, poste égal, eh bien, on a le même salaire, qu'on soit homme ou femme, nous avons le même salaire. Contrairement à la France, où vous avez aujourd'hui à peu près 30% en moyenne de différence à poste égal, expérience égale et diplôme égal entre l'homme et la femme. Donc il y a vraiment des leçons à prendre aussi de l'Algérie à ce niveau-là. Et en même temps, évidemment, la femme doit doublement se battre pour s'exprimer, pour pouvoir aussi entreprendre. Ça, c'est une réalité. Il y a des initiatives aussi au niveau de la société civile. Il y a des choses qui se mettent en place. Et je pense que la femme, qui est aussi une mère, qui est aussi une sœur, qui va penser aux autres avant de penser à elle. Et on le ressent dans le mode de fonctionnement. Vous regardez la télé pour vous rendre compte que vous êtes en direct, vous avez peur d'être piégé? Non. Si. Bonjour tout le monde. Maintenant, tous les invités essaient de regarder l'écran pour voir si je les piège ou pas. Et madame, il n'y a pas de piège, je vous mets à l'aise, tout simplement. Madame Fatma Zouara Ben Ali, comment ça va bien? Oui, tranquille, très bien. Comment va Algérie Post? Super, mais cette fois, je suis coach de vie. Non, mais je parle pas. Non, mais là, oui, mais je vous pose pas des questions sur Algérie Post au sens où vous posez des questions. Je vous dis comment va Algérie Post parce que c'est votre métier aussi au quotidien. Oui, je suis dans la formation Algérie Post et c'est super Algérie Post. Voilà. Ça va, Chérifa? Tu vas bien? Ça me fait plaisir. Ma meilleure caméra-woman s'appelle Chérifa. Je vous le jure. Moi, je t'adore. Hein. S'il y en a un qui te fait quelque chose, je fais stéqala moi aussi. Tu verras. Alors, du coup, comment ça va bien? Super, c'est coach de vie. Alors bon, vous avez plusieurs casquettes à votre actif. Hein. Vous êtes championne de rallye de régularité en particulier. Oui. Vous êtes championne chez Algérie Post. Vous faites les marathons avec eux ou pas? Ils l'ont fait cette année ou pas? C'est seulement les facteurs qui font les marathons. Parce que c'est les facteurs qui marchent généralement pour... Et vous ne marchez pas avec eux?
Non, vous ne faites pas de marathon avec eux? Non, je suis pas facteur. Ah, vous n'êtes pas. On n'a pas le droit, c'est seulement les facteurs. Ah, vous n'avez pas le droit? Oui, c'est seulement les facteurs. On donne le mérite aux facteurs. Ouais. Parce que c'est une catégorie diminuée par rapport à leur grade. Ils font tellement de belles choses en plus. Ils font tellement de belles choses. C'est les plus proches. Oui, c'est notre lien avec nos clients. Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, vous êtes là en tant que coach de vie. Et eux, quand ils font la marche, ils gagnent une voiture. C'est ça. Le 5 juillet. Et moi, quand j'ai fait le rallye... J'ai déjà travaillé avec... J'ai fait 2 éditions où j'ai animé la fameuse marche des... Et moi, quand je fais des rallyes de 50 000 km, je gagne 30 000 dinars. Ouais. Et mon facteur gagne une voiture. Vous faites 50 000 km? Quelquefois, on fait Alger, Janet, Wargila, Terna. C'est pas 50 000 quand même. Oh. Pas vraiment, mais c'est toujours été... On tout beaucoup, pour tout. Quoi. Oui. Elle se pose la question, pourquoi? Super, mais on aime tout ça. Ouais. Alors du coup, madame, excusez-moi, j'ai l'œil qui... Quand l'œil hack, ça veut dire quoi? C'est Chérifa, quand ton œil hack, vous ne connaissez pas? Gauche ou droite? La droite. Vous allez voir quelqu'un que vous aimez. Il veut pas. Moi, je veux pas. Tant mieux. Moi, j'aime tout le monde. C'est la différence. Moi, j'ai depuis hier soir en plus. Alors du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est les vacances scolaires. C'est les vacances scolaires. Et on aimerait donner quelques conseils à nos enfants pour préparer les classes d'examen. Allez-y, je vous suis. Alors, il nous reste presque 3 mois pour les examens de fin d'année, le bac et le BEM et le 6e. Oui. Généralement, nos enfants, ils sont en alerte le dernier mois. Mais là, j'essaie de profiter pour apprendre à nos enfants comment profiter ou optimiser les vacances scolaires pour se préparer aux classes d'examen. Oui. Pour Samhez, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître le mécanisme de l'être humain. Si on veut utiliser quelque chose, on doit avoir son mode opératoire pour pouvoir optimiser son utilisation. L'être humain, en famille, quand vous étiez en vacances, Mahaz, généralement, nos mamans nous laissent dormir au maximum. Oui. On se réveille à 10h au lieu de 7h. Oui. Mais là, c'est faux, parce que si on se réveille à 10h, petit déjeuner à 11h, on mange à 2h, après, on ne pourra jamais prendre un livre ou un cahier pour réviser. On dérègle tout, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Pourquoi? Mécaniquement parlant, l'estomac prend 60% de l'énergie du corps humain. Non. Oui. Oh là là. Sinon, on a déjà 80-85 et elle prend les 60% des 80-85. Tu sais, à 3h de l'après-midi, tu as 20% de ton énergie. Tu peux prendre un livre ou réviser. Il faut apprendre le mécanisme de l'être humain pour pouvoir optimiser son utilisation. Les vacances, moi j'insiste aux mamans, les vacances, il faut que l'enfant se réveille. Au lieu de 7h, 8h, il n'y a pas de souci. Il est en vacances. Il se réveille à 8h, il prend son petit déjeuner qui n'est pas café au lait. Le café au lait, il bloque l'estomac. Alors le cerveau, il est gêné par le blocage de l'estomac. Il faut manger autre chose. Du lait, du chocolat, des fruits. On est à la saison de la fraise. Vous dites pas de lait, vous dites du lait. Du lait seul, pas café au lait. Ah, ça se digère pas. Le café au lait, ça se digère pas. Ça bloque l'estomac. D'accord. Alors, on incite les mamans à réveiller leurs enfants un peu tôt. Pas à 10h, pas à 11h. Oui. À 8h au lieu de 7h, ça va. Ça va. Il révise jusqu'à midi, 1h. Ok. Il prend sa sieste. Après, il sort. Après, il sort. Il est en vacances. Ok. Mais pas le contraire. Nous, chez nous, en Algérie, on fait le contraire. Il est en vacances. Il dort jusqu'à 10h, 11h. Oui. Après, il mange. Mal, il prend son petit cahier. Il est bloqué. Il est bloqué parce que systématiquement parlant, il n'a plus d'énergie. D'accord. Autre chose, Mahrez, pour se régénérer aux vacances, il faut voir de la famille. Celui qui a un grand-père, celui qui a une grand-mère, celui qui a un cousin. Il faut que la famille essaye de faire rassembler leurs neveux. Comme ça, ils vont se régénérer. Ouais. On parle de quoi là? On parle de se régénérer pendant les vacances. Pendant les vacances pour avoir... Du rôle de la famille et du lien social. Voilà, sur l'énergie de l'être humain. D'accord. Le lien social est très très fort sur l'énergie de l'être humain. Nous, pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus? Parce que généralement, la maman, presque toutes les mamans, elles travaillent. Ouais. Avant, c'était le rôle de la maman de prendre ses enfants, sa sœur, ses cousins. Maintenant, si on veut rassembler 2-3 frères, c'est vraiment difficile. Ouais. Et on essaie de faire ça pendant les vacances. C'est ce qu'on appelle Silat Rahim. Oui. Faire une énergie positive très très forte. C'est la grande et la petite famille, voilà. Essayer de réunir un peu tout le monde. Voilà, on profite de ça pour les vacances. Aussi, le cerveau, comment est-ce qu'il travaille? Le cerveau se souvient des derniers moments.
Alors, si moi je révise la deuxième semaine des vacances, je prends et je révise. La première semaine, je me repose ma haz. Et la deuxième semaine, je révise. Il est en train de quoi? Je sais pas. N'essayez pas parce que personne n'a jamais rien compris ce que je fais. Alors, du coup? Du coup, quand il va rentrer de ses vacances, il va penser qu'il n'a jamais eu de vacances. Oui. Parce qu'il a révisé juste avant de rentrer. Oui. Alors, de préférence, prendre les 2 premiers jours clean, sans rien, ne toucher à rien, ne réviser à rien. Réviser pendant 10 jours et les 3 derniers jours, ne toucher à rien. Tu comprends mon concept? Oui, je comprends. Le cerveau se souvient des derniers moments. C'est son mécanisme. Alors, si je révise les 2 derniers jours avant de rentrer, c'est comme si je sens que je n'ai pas eu de vacances. Alors, il faut réviser au milieu des vacances. Donc, on va prendre 4 jours de repos. 3 jours de repos, 2-3 jours, pas plus, pour ce... Ensuite 10 jours de révision, mais pas une révision intense. C'est comme on l'a dit au début. On révise la matinée jusqu'à 1h, 2h. D'accord. Mais la matinée ne commence pas à 10h, s'il vous plaît. Notre matinée commence à 8h, 7h30. Oui. Oui, j'insiste. Heureusement que tu n'es pas ma mère. Je suis en train d'insister aux mamans. Je parle aux mamans et j'insiste aux mamans de prendre leur rôle dans tout ça. Parce que l'après-midi, c'est l'énergie qui diminue jusqu'à 30%. Alors, à quoi bon prendre un livre ou un cahier? Et il faut bien s'organiser. Il faut organiser ce qu'on n'a pas fait avant. Prendre ses cahiers, écrire les cours qu'on n'a pas fait pendant le premier et le deuxième semestre. Aussi, il faut s'informer. Tu sais, Mhaz, sur YouTube maintenant, il y a différents types de révisions. On est en train de parler aux ados. Oui. Bac, BEM, primaire, c'est des enfants. Maintenant, si tu veux réviser tes maths, tu as un prof de maths, un homme qui est méchant à la classe, qui est mauvais, méchant, qui te bloque. Tu rentres sur YouTube, tu choisis une belle femme qui va te faire ton cours de maths. Oh. Ah oui, tu choisis un homme, une femme, tu choisis ce que tu veux. Moi, je suis en train de parler aux ados. Mon objectif, c'est quoi mon objectif, Mahaz? Mon objectif, c'est l'élève apprend. C'est ça. Tu me comprends? Non, mais si je comprends bien, donc c'est-à-dire, il faut aller sur YouTube. Tu choisis n'importe quel module. Oui. Tu choisis ton prof. Pourquoi il y a des profs sur YouTube? Il y a plein de cours comme ça, en vidéo, enregistrés, qui sont sur YouTube. En arabe? En arabe, en français, c'est comme tu veux. Oui. Vive YouTube, vive Google, vive... Voilà. On trouve tout là-bas. Tu rentres, tu dis الحركة الجمهورية في العصر الذهبي, tu trouves un prof, un homme, une femme, des paroles seulement, et tu choisis. C'est à toi de choisir. Oui. Et ça va t'aider, parce que... Ce qui est le plus agréable, plus gentil, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est les vacances, on n'aime pas lire quand on est en vacances, alors on préfère voir tout ce qui est audiovisuel. C'est ça. Alors j'aimerais que les enfants... Mais c'est-à-dire que vous parlez que pendant les vacances, vous avez des pays entiers où tous leurs cours sont en support numérique et pas forcément qu'avec l'écriture, avec beaucoup de vidéos pour l'apprentissage. Il y en a tout le temps, mais moi je préfère que les enfants en vacances font cela au lieu de prendre des livres et des cahiers. C'est ça. C'est plus agréable pendant les vacances. C'est pour ne pas casser, c'est pour casser le rythme de l'année scolaire. C'est cela. Et aussi j'invite les enfants à voir tout ce qui est optimisation de la mémoire. L'optimisation de la mémoire, Mahrez, quand tu révises quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu lis. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en lisant? On utilise un sens, les yeux. Oui. Mais si tu as quelqu'un qui te lit ce que tu as à apprendre, tu as utilisé... Louis. Si tu as quelqu'un que tu aimes, ta maman, ta copine, ton papa... Dans mon cas, c'est ma femme. Hein, donc voilà. Qui te lit la chose. Ça veut dire que tu vas très bien te souvenir. Moi, en rentrant à la maison, je vais dire, Mahrez avait fait cela, il avait dit cela. J'ai pas à l'apprendre. Parce que... C'est l'apprentissage par... Je t'ai vu, je t'ai écouté. Il faut apprendre à utiliser tous nos sens. D'accord. Pas seulement les yeux. Oui. Alors, si j'ai un cours qui m'est difficile, j'appelle ma maman, je lui dis, s'il te plaît, tu me le lis. Vous pensez que ça peut changer? Bien sûr. On peut bloquer à la lecture, mais si on écoute la problématique, on peut la résoudre. Bien sûr. C'est bien. Surtout de la part d'une personne que vous aimez bien. D'accord. Alors, on peut même l'enregistrer. On peut même l'enregistrer et l'écouter après. Il faut apprendre à utiliser tous nos sens. Parce que chacun de nous
a un sens spécifique. Ouais, moi je m'aime bien. La prochaine fois que j'aurai une problématique à régler, je la lis, j'enregistre et puis je me la repasse. Parce que tu t'aimes bien. Non, je rigole, hein. Ça va. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de souci. Elle va dire, tu t'aimes bien, toi. Hein? Oui, il n'y a pas de souci, mais... Un narcisse, hein. Non. Écoute, Alors, je redis ce que j'ai dit au début. Nous, l'objectif, c'est que l'enfant apprend. Comment il le fait? Je donne des astuces. Et lui, il choisit la chose de l'itrodjaleh. C'est ça. Parce que chacun de nous a une méthode. Il y a des gens qui se reposent en regardant un film. Il y a des gens qui se reposent en sortant. Moi, je veux que la personne fait la chose, celle qui la convient. Parce que chaque personne, moi, si je ne vois pas la chose, je ne me souviens pas. C'est ça. Chaque personne a un sens qui est plus fort que l'autre. Votre fille a quel âge? Elle a 19 ans. Elle a 19 ans? Oui, elle est à l'université. Elle est à l'université? Oui. C'était comme ça avant? C'est ce que je lui ai appris à faire l'année passée, quand je suis devenue coach. Et donc du coup... Elle a enregistré ses cours, et elle les écoutait. C'est vrai, hein? Oui, oui. C'est mieux, moi, je trouve. Oui. Lire des fois... Vous savez qu'il y a des gens qui ont des troubles de l'attention, hein, des troubles de la concentration, et quelquefois lire, leurs yeux n'arrivent pas à suivre les mêmes lignes. Hein. On part d'un texte à un texte, et c'est ce qui crée des déperditions scolaires. Voilà. Et quelquefois, tu dois imaginer quelqu'un que tu aimes bien. Ouais. C'est lui qui est en train de te lire, ton grand-père, ton mentor. On va choisir un mentor. Merci, madame. Je dis bonnes vacances à tous les enfants. Vous revenez bientôt? Profitez-en. Je vais revenir quand les examens arrivent pour plus d'astuces. Merci, madame Fatma Zahra Ben Ali, c'était un plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain de 9h à 10h30. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, Kama.